commencer, je voulais vous proposer donc un petit tour de table pour que chacun puisse se présenter un peu plus en détail. Je propose que Patrick, vous commenciez. Très bien. Bonjour à tous. Donc, lieutenant-colonel Patrick Magri, du SDIS de la Vendée. Je suis responsable en particulier du groupement pilotage stratégique. Les fonctions très précises qu'il y a derrière, c'est tout ce qui est système d'information et de communication, système d'information géographique, hygiène et sécurité et contrôle de gestion. Voilà, un petit peu sur ma présentation. Super, merci beaucoup Patrick. Franck, alors, en aussi. Ouais, merci Morgane. Bonjour à tous. Je suis Franck Trégnat. On est chez Cap Consulting. On a l'habitude de le dire dans le monde des SDIS depuis 1998. C'est une activité qui est extrêmement privilégiée chez nous. Et on a eu la chance, du coup, depuis cette loi de départementalisation qui a tout changé chez vous, de construire et d'aider à construire des systèmes d'information dans un but qui à la fin est de communiquer sur votre activité en interne, en externe, et ce dont on va parler plus précisément aujourd'hui. Merci Franck. Et enfin Sylvain. Bonjour à tous, moi je suis Sylvain Chatagnon et je suis consultant avant-vente chez Jalios. Jalios qui est premier éditeur français de Digital Workplace, donc notamment d'intranet, extranet. On est présent sur tous les secteurs d'activité, du privé, du public, et en particulier, on accompagne à ce jour une quinzaine de SDIS. Ok, super. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Et pour démarrer, je vous propose de nous intéresser aux spécificités des centres des services d'incendie. Donc, je vais demander à Franck, qui donc l'a très bien dit et qui accompagne les SDIS depuis un certain nombre d'années, de peut-être nous réintroduire les spécificités que tu as pu observer par rapport à d'autres organisations, et notamment comment est-ce que ça influence la transformation digitale dans les SDIS. Ok, bien merci. Globalement, on assoit nous cette vision qu'on va vous donner sur une expérience qui est assez conséquente. Grosso modo, on a aujourd'hui travaillé sur les systèmes d'information des SDIS de chaque département ou de quasiment tous les départements, c'est-à-dire à peu près 90. Et on a participé à cela, je vous le disais tout à l'heure, depuis 98, sur la création, grosso modo, des systèmes d'information dans le cadre de la départementalisation. J'ai l'habitude de dire, quand on intervient dans les entreprises privées ou dans les SDIS, c'est que dans le monde des SDIS, on a créé un système d'information à partir de, entre guillemets, rien. On a créé un système d'information pour gérer entre 2000 et 3000 collaborateurs, alors qu'on avait une organisation qui était soit communale, soit encore un peu plus détaillée. Donc d'un seul coup, on vous a demandé d'avoir des systèmes qui sont extrêmement performants, extrêmement interopérables, alors que vous aviez une vision presque par caserne. Ce qui fait que aujourd'hui, en un peu plus de 20 ans maintenant, presque 25 ans, on a vu nous différents stades d'évolution des systèmes d'information des SDIS, et dans un premier temps, ça a été de se doter des différents outils nécessaires à faire votre métier et à faire les interventions. Grosso modo, on tourne autour du process principal qui est de déclencher les interventions avec différents types d'activités autour des ressources humaines, de l'opérationnel, du médical, de la formation, de la technique et des finances. Donc on se dit, nous, au bout de 20 ans, on a quitté le monde de la création, de la construction. On a passé l'adolescence qui est on arrive à avoir maintenant des prestataires qui comprennent comment on fonctionne, qui savent se parler les uns les autres, et maintenant on arrive à un stade supérieur d'évolution de maturité des systèmes d'information qui est le système d'information, il fournit les fonctions métiers, mais il fournit aussi de l'information et il aide, alors si possible dans un objectif un peu fou, à l'intelligence collective, mais il aide surtout au fonctionnement de l'ensemble des services en but de fournir un service de qualité aux habitants. On n'oublie jamais, nous, que l'objectif, c'est de fournir un service de qualité aux gens pour qui vous travaillez, aux gens, aux biens, voire aux animaux, comme on le sait. Donc les spécificités autour de ces systèmes d'information, on les a vues, nous, au fur et à mesure des années.
c'est l'intégration. Vous le voyez sur le schéma. C'est pour déclencher une intervention, il faut énormément d'interactions entre vos systèmes, entre vos services, vos groupements, vos directions, etc. Ça va de soi. Mais il y a énormément d'interactions. Donc la première, c'est l'interopérabilité. La deuxième, c'est de faire en sorte que l'information soit disponible pour tout le monde. Et dans ce cadre-là, nous, on a imaginé depuis le début, en fait, que on construit le système d'information autour de différentes briques, le SI géographique, le SI opérationnel, le SI administratif et autres, et on le rend à terme disponible, que ça soit alors de l'intérieur du SDIS au département ou ailleurs à l'étranger. Et on le voit aujourd'hui avec toutes les problématiques de travail à domicile que l'on a. Si on n'a pas un système d'information qui est ouvert et qui est accessible et qui nous permet de travailler en tout point de la même manière, eh ben on a aujourd'hui des vraies difficultés de fonctionnement. Nous, on a la faiblesse de penser ça depuis le début. Ça n'a pas été le cas tout le temps dans tous les SDIS qu'on a vus. Au tout début, pour mémoire, on avait souvent des systèmes opérationnels qui étaient complètement cloisonnés avec le système administratif. Je vous laisse constater aujourd'hui toute l'évolution qu'il y a eu dans ces 20 dernières années. Si on pense qu'il y aura la même évolution dans les 20 prochaines années, on se prépare à un avenir florissant. Et on espère, à l'exemple pour les autres entreprises. Pour finaliser, j'aime à dire, moi, que les SDIS n'ont rien à envier aux grandes entreprises. Mais alors, vraiment rien. Quand j'explique la complexité d'un système d'information d'un SDIS face à un groupe, à une entreprise de 1200 salariés, de 3000 ou même de 50, pensant que eux, c'est très compliqué parce que ils ont une production avec des clients. J'aime bien leur montrer, moi, certains schémas des SDIS et j'aime bien comparer les SDIS à des groupes, vraiment des groupes industriels. C'est, à mon sens, vous avez les mêmes objectifs, les mêmes difficultés et des particularités un peu plus grandes en termes de RH, notamment. Voilà. Donc, on arrive au final à se dire les outils collaboratifs, les outils de digital workplace, d'intranet, d'extranet sont devenus fondamentaux dans vos organisations. Vous n'êtes plus le petit village gaulois de quelques pompiers qui échangeaient les informations. Vous êtes des grandes organisations et à ce titre, vous avez besoin vraiment d'outils qui soient à la fois performants et qui vous permettent de fonctionner plus comme ces petits villages gaulois, que j'aime bien par ailleurs, mais qui imposent quand même des échanges d'informations, du rétex, d'avoir de l'intelligence qui se crée en fur et à mesure de l'expérience de ce qu'ont vécu l'ensemble de vos collaborateurs. Voilà, donc si je devais finaliser mon message, la grosse spécificité, c'est que vous êtes comme des grands groupes à nos yeux. Avec tout le niveau de service qui est encore plus exigeant, on va dire, de ce point de vue-là, et de réactivité qui est lié également au métier. Exactement. Moi, les entreprises que l'on traite par ailleurs dans d'autres contextes, elles sont très envieuses quand je leur dis, mais imaginez-vous avec une capacité d'intervention sur le terrain, en tout point du département, en tout point du territoire que vous gérez, imaginez-vous déplacer des moyens et avoir une traçabilité de l'intervention et des retours d'informations au niveau des SDIS. Bah, d'un seul coup, eux, très vite, ils alignent des zéros et des temps de projet. Voilà. Voilà, chapeau. Ok, merci Franck pour cette introduction sur le contexte et les spécificités du SDIS. Je voudrais m'adresser maintenant à Patrick pour qu'il nous partage un peu de ce qu'il en est au SDIS 85, pardon. Est-ce que vous pouvez notamment nous en dire davantage sur le groupement et puis en particulier sur votre démarche et vos réflexions qui sont à l'origine du projet d'intranet et de digital workplace? Oui, effectivement. Donc, rapidement sur le SDIS de la Vendée pour que chacun puisse se situer un peu la taille du département. On est un département en catégorie B, passé dans cette dimension en 2013 à peu près. On a eu un changement de gouvernance en 2015, je suppose, comme dans beaucoup de départements, avec un changement de directeur adjoint cumulé à un changement de gouvernance politique et une réorganisation qui a été décidée et mise en œuvre en 2017.
Au niveau des effectifs, vous les avez sous les yeux, 2600 volontaires, montant vers les 300 professionnels, 130 PATS, population défendue 680 000 habitants hors saison estivale. Quelques indicateurs, mais je retiendrai surtout le troisième, qui est la projection annuelle du nombre d'interventions. On est à peu près à 35 000 interventions. Avec, alors cette petite image est issue de notre site intranet. On est sur une projection à 35 000. Aujourd'hui, à gauche, on en est à 30 000. Et on est à une baisse de moins 9% par rapport à l'année dernière, bien évidemment liée à la crise sanitaire. Voilà un petit peu pour la présentation du département. L'origine de notre démarche de porter un intranet au sein du SDIS, en fait, alors je vois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont orientées démarche qualité. C'est pas trop grave, je passe très très rapidement parce que c'est vraiment l'origine du projet chez nous. Démarche CAF, PPG, pilotage de la performance globale, réinitié en 2016 avec CAP Consulting notamment, sur laquelle on a décidé de mettre 4 grandes actions. Dans les 4 grandes actions, il y en a une qui apparaît de façon forte, c'était d'ancrer une culture de communication adossée à des outils modernes et performants. En clair, ça s'est concrétisé par un outil moderne qui est l'intranet collaboratif. Donc ça nous a permis au passage de construire notre projet d'établissement de 2018 à 2021. Sur le périmètre du projet, pour vous donner un petit peu une idée de ce que ça représente, on est sur une évaluation d'un projet à 3 ans. On a démarré l'année dernière et on pense terminer 2021, voire plutôt 2022. Dans le déroulement du projet, lié notamment à la conduite du changement, on est vraiment sur un déploiement par briques successives, très progressives. On aura certainement l'occasion d'en reparler. Cet accompagnement au changement se fait dans un contexte où en fait, Franck Trignel a souligné, on n'a encore pas terminé notre urbanisation des systèmes d'information. On continue à déployer des applications et il se trouve qu'on peut être circonstance que en fin d'année, on est en train de déployer 3 applications en même temps, l'intranet, un logiciel finance et un logiciel formation tout neuf. Donc ça fait beaucoup de choses pour nos utilisateurs et d'ailleurs j'en profite pour dire que dans les 4 projets issus de la démarche CAF PPG, il y en avait un deuxième qui était la démarche conditions de vie au travail et aujourd'hui on a des signes parmi nos sapeurs-pompiers volontaires, notamment les chefs de centre, qui expriment une charge mentale j'allais dire presque difficilement soutenable, dans le sens où effectivement on démultiplie le nombre d'applications, on démultiplie le nombre d'informations, voilà, donc ça contribue à une charge mentale et aujourd'hui il était grand temps de restaurer des capacités de communication interne et de chercher à leur faciliter la vie. Les résultats recherchés, pour reprendre une sémantique, pilotage de la performance, les résultats qu'on recherche vont développer l'esprit collaboratif. Le SDIS, je l'ai évoqué tout à l'heure, est en train de grandir et je serais tenté de dire, malgré tous les systèmes d'information, j'ai le sentiment qu'on n'a jamais été aussi cloisonné qu'aujourd'hui, entre services, entre groupements fonctionnels et les territoires. Donc l'idée, c'est d'améliorer la communication interne sur lequel moi, depuis que je suis au SDIS de la Vendée depuis 2007, c'est un sujet qui revient depuis plus de 10 ans où on a des difficultés à communiquer en interne, on a des difficultés à valoriser l'action du SDIS, de fluidifier le partage d'informations et de documents. Je passe les répertoires, vous avez tout un tas de documents avec des problèmes de version, de date de mise à jour, de savoir qui l'a fait, quand, etc. Voilà. Faciliter cet accès aux documents, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et puis, j'ai évoqué aussi valoriser l'action quotidienne des agents. C'est un peu du vie ma vie, mais quand on prend le temps de regarder un petit peu tout ce que nous faisons dans les SDIS, effectivement, on n'a vraiment pas à rougir parce que on fait énormément de choses et on pêche, même vis-à-vis de nos élus, on pêche par notre capacité à valoriser l'action au quotidien, bien au-delà des aspects opérationnels. Dans les principales étapes de mise en œuvre, là aussi un ordre d'idée, si
vous avez ou si vous souhaitez vous lancer dans cette démarche-là. Au niveau de la Vendée, donc de mars à juin 2019, on était sur une veille active, voire très active. On a consulté différents départements, on a consulté des éditeurs, on a été au Digital Workplace. De juillet à décembre 2019, on a appuyé la démarche avec un AMO pour lancer notre procédure de marché. Et le déploiement mise en production s'est déroulé de janvier à juin 2020 avec une petite particularité. Et je voulais remercier encore une fois Gelios pour cet effort, parce qu'on leur a demandé, au travers de la crise sanitaire, d'accélérer le sujet d'un espace particulier lié au Covid, parce que là aussi nous avions d'énormes difficultés à communiquer sur les réseaux classiques, c'est-à-dire très pyramidal, très hiérarchisé, du directeur vers nos collaborateurs sur le terrain. Et donc, on a ouvert un petit peu de façon anticipée un espace dédié au Covid, de façon à ce que le directeur puisse parler directement à tous les sapeurs-pompiers du département et à tous les agents. L'intranet, voilà, donc il est aujourd'hui opérationnel depuis à peine 4 mois, donc on a un retour d'expérience qui commence à se dessiner. Je vais l'évoquer tout à l'heure. On peut peut-être lancer la vidéo qui présente qui montre de ce projet au sein du SDIS. Au travers cette petite vidéo, alors qui est à la fois alléchante et en même temps, encore une fois, un message de prudence, parce que
tout ce qui est affiché en termes de fonctionnalité aujourd'hui n'est pas encore déployé. Hein. On est dans les ambitions, on sait comme j'évoquais tout à l'heure, on va développer brique par brique, parce que vous voyez bien que l'adoption et l'appropriation de l'outil pour les utilisateurs ne va pas se faire en claquant des doigts. Donc il y a vraiment ce besoin d'aller progressivement sur ce dossier. Ouais. Donc la vidéo, il y a beaucoup de commentaires super positifs sur cette vidéo, des retours très positifs. Je sais pas si vous avez vu. Ah oui, effectivement. Donc, alors, la vidéo, le montage de la vidéo fait partie en fait du marché. Donc voilà, c'est pour préciser, même si on a des capacités de communication en interne pour tout, mais là spécifiquement, elle a été montée avec Gelios et Olas. Alors, je disais, on vient de démarrer finalement, on a une toute petite expérience. Ceci dit, cette petite expérience, elle est quand même assez encourageante, voire très encourageante. Je vous donne les quelques résultats qu'on obtient à 4 mois, quelques indicateurs phares. Déjà, le nombre d'adhérents, je l'ai évoqué tout à l'heure, on a à peu près 3000 agents en comptant les PATS, les SPP, SPV. Sur les 3000, on a 1805 qui ont déjà adhéré à la charte, c'est-à-dire qu'ils se sont déjà connectés au moins une fois. On est sur une pénétration à 62%. C'est sympa. Honnêtement, on n'était pas forcément dans cette ambition-là au démarrage. On était plus de l'ordre de 30 à 40%. Là, on est à 60%. Donc, c'est plutôt encourageant pour nous. Et d'ailleurs, on voit la progression, pardon, je reviens en arrière. On voit la progression au fil des mois, en sachant qu'encore une fois, on a lancé fin juin. Donc, juillet-août, c'est pas forcément la bonne période pour communiquer sur ce type d'outils. Et malgré cela, on a quand même eu déjà d'entrée pas mal de connexions. Là aussi, lié très probablement au fait qu'on ait choisi d'orienter le premier vecteur sur la crise sanitaire et le Covid. Patrick, oui. Je vais me permettre une intervention. Là, on voit que le terme, c'est nombre d'adhérents. Ça veut dire que vous avez choisi de faire adhérer les gens et qu'ils adhèrent, ou d'emblée, tous les agents du SDIS, ils sont inscrits sur l'intranet? Non, effectivement, il n'y a aucun caractère obligatoire, puisque la connexion se fait soit effectivement depuis une machine professionnelle, soit, et c'est le cas pour la majorité des sapeurs-pompiers volontaires, depuis un ordinateur personnel, enfin depuis un terminal personnel. Donc il n'y a aucun caractère obligatoire. On est dans vraiment un accompagnement de changement, et justement d'essayer de voir si on vient chercher le résultat qu'on escompte, et ça nous permet justement de voir si les gens y viennent. Donc tout l'enjeu pour nous, c'est de réussir à dynamiser la plateforme pour qu'on puisse voir si on arrive bien à cibler notre public, et puis voir si le public il accroche. C'est au travers de la signature des chartes qu'on voit si les gens viennent de se connecter. C'est un indicateur qui n'est pas suffisant en lui-même. Je vais en présenter un autre derrière, mais en tout cas, on n'est pas sur une démarche obligatoire. Ce qu'on peut relever là et qu'on voit dans la plupart des projets, c'est que on considère l'intranet, le digital workplace, on va pouvoir prendre plein de termes différents pour les mêmes usages. C'est que c'est pas un outil obligatoire, mais c'est un outil indispensable. Et comme tout outil qu'on propose, on le propose aux agents, voire à vos élus et encore à d'autres populations. C'est vraiment une démarche quasi de proposition de service. Et que pour que les gens y viennent, il faut qu'ils y aient un intérêt. Autrement, il y aura pas de fréquentation et pas d'utilisation. Donc c'est important, et pour la peine, je suis très très à l'aise parce qu'on n'était pas là, Emo, qui était avec vous sur ce sujet, et je trouve ça très intéressant. C'est que vous avez vraiment orienté sur le fait on offre des services et les gens vont y venir, et c'est ce que vous mesurez. D'ailleurs, ça va me permettre de faire la transition avec la diapositive suivante. On mesure aussi le nombre de connexions jour, le nombre de visiteurs jour, avec une moyenne à 70. Mais ça, c'était déjà, je dirais, ma diapositive, elle est déjà dépassée en fait. Parce que quand vous regardez le graphique en dessous, on voit le nombre de consultations par jour qui monte gentiment, progressivement. On s'attend à atteindre un plateau à un moment donné qui nous permettra de dire que le portail est consulté de façon régulière. Pour vous donner un petit ordre d'idée, il y a 15 jours, on a diffusé 2 communications en simultané. La première qui était l'adaptation des mesures internes liées au Covid, alors encore une fois,
parce que le confinement venait d'être décrété. Et donc, on a eu beaucoup de connexions très probablement liées au fait que les gens voulaient de l'information directe. La deuxième chose, c'est que le même jour, un concours de circonstances, nos collègues de la formation ont lancé leur application avec le nouveau logiciel de formation. Et donc, Agora, c'est comme ça qu'on l'a appelé, est le point d'entrée qui permet d'accéder à un certain nombre d'applications, dont le nouveau logiciel de formation. Donc du coup, ce jour-là, on a constaté un pic à presque 450 consultations. Là où vous voyez qu'en moyenne, on avoisine les 300 aujourd'hui. Donc c'est aussi à travers cette fréquentation qu'on peut voir un petit peu le gain obtenu sur la plateforme. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on arrive à objectiver les choses. Même si ça ne reste que des indicateurs, on est bien d'accord, hein, mais au moins ça nous permet d'avoir des chiffres. Donc, je vais vous donner une petite illustration très concrète. Quand on a démarré la plateforme, il y a des gens qui nous ont dit ça marche pas votre truc. Bon, c'est vrai, on a eu quelques soucis. Hein. Vous doutez bien, quand on lance une application de cette dimension, ça marche pas forcément du premier coup. Je dirais, c'est presque normal dans la vie d'un projet tel que celui-là. Mais ce qui était un peu moins rassurant, c'est d'entendre au bout de 4 mois des collaborateurs, parfois proches du directeur, qui continuent à dire « ça ne marche pas votre truc ». Et là, quand vous sortez les chiffres et que dit pour un truc qui marche pas, quand on est à 300 consultations au jour, qu'il y a 1800 personnes qui ont téléchargé la charte et qu'il y a tant de documents qui sont consultés, ça remet le débat, ça remet la balle au centre. Et donc, c'est quand même assez agréable aujourd'hui de relativiser des ressentis par des objectivations et des indicateurs sur lesquels il est quand même difficile de discuter. Dans les indicateurs d'audience, on a vu là, vous l'avez évoqué, le mode d'accès, principalement par des ordinateurs aujourd'hui, un peu moins en termes de mobilité. Logiquement, ça devrait progresser dans les mois qui viennent. En termes de contenu déposé, les contributeurs Agora ont déposé à ce jour environ 3000 documents. Donc c'est un chiffre qui peut donner un peu le vertige, mais en même temps, je dirais, il n'est pas forcément révélateur. Ce qui est intéressant, c'est surtout la capacité du système à trouver les documents parmi les 3000. C'est mon besoin. Moi, je suis chef de centre. Moi, je suis chef d'agré tout engin. Je suis chef de groupement. J'ai besoin d'une information. J'ai un moteur de recherche qui est extrêmement rapide et qui me permet de trouver quand même, et c'est vraiment une plus-value qui a été soulignée, je vois beaucoup d'utilisateurs, qui permet de trouver un document très très rapidement et qui contribue à la qualité du document. Je m'explique. Quand on trouve un document et qu'il n'est pas à jour, on a beaucoup plus de facilité aujourd'hui pour s'adresser à l'équipe pour dire votre truc il n'est pas à jour. Et à l'équipe de comprendre il y a quelque chose à faire et de contribuer à cette démarche qualité, d'amélioration continue, etc. Et ça aussi, c'est très appréciable, parce que quand on évoque 3000 documents déposés, on sait très bien que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, parmi ces documents, il y en a qui seront forcément plus à jour. Et en fait, on a vraiment cette démarche fournisseur-client qui est très intéressante. C'est Patrick, je profite, hein, je prends la balle au bon. Je reviendrai sur ta diapositive, mais quand on voit les usages là qui sont faits par les collaborateurs, les agents du SDIS, il est parfois intéressant, encore une fois, le terme revient moult fois, d'avoir l'idée des usages avant la mise en œuvre de l'outil de vos utilisateurs. À titre d'exemple, nous on a fait un sondage dans le cadre du SDIS 84, le SDIS de Vaucluse, sur quels étaient les usages du web, quels étaient les devices utilisés, et du coup ça nous donne une préfiguration de ce qu'on est capable de mettre en œuvre pour les collaborateurs à venir. Si on a des usages qui sont extrêmement mobiles, des gens qui consultent énormément, on sait qu'on aura une population qui sera très très prompte à aller vers ce type d'utilisation. Si on a au contraire des utilisations qui sont très entre guillemets simples de ce type d'outils, eh ben on va adapter aussi ce qu'on va proposer de manière à avoir des chiffres comme les donne ceux de Patrick, le plus d'audience possible. Si on propose des outils inadaptés, on a des chances de faire, comme le disent les corbeaux, ça marche pas votre truc. Effectivement, on insiste beaucoup auprès des contributeurs sur cette démarche fournisseur-client.
on est vraiment dans une démarche où on s'est dit, on doit, ce qu'on publie, ce qu'on communique, il cible un public derrière, et ce public, il va nous aider à améliorer la qualité de notre produit. Donc, il y a une démarche interactive entre les deux qui est super importante et de notre point de vue, et vraiment, on insiste là-dessus sur la formation de nos contributeurs pour leur expliquer qu'il n'y a pas de policier de l'intranet et que la qualité de notre intranet sera vraiment liée à notre capacité collective à fournir des documents intéressants et aux clients de dire votre document il m'intéresse mais il n'est pas à jour, ou j'ai constaté une anomalie, ou alors il me manque telle information, je voudrais bien l'avoir. Donc on insiste beaucoup sur cette relation-là. Aujourd'hui, on est à 25 agents contributeurs. Alors on a par défaut, on va dire, des chefs de groupement et leurs adjoints, mais en réalité ça c'est plus pour les accompagner un petit peu sur le produit. La réalité, c'est que les contributeurs sont plutôt des agents qui sont disséminés dans les services et groupements, qui ont des profils qui peuvent être très différents. En fait, chaque groupement a été invité à désigner un ou deux contributeurs par groupement. Donc en général, ce sont plutôt des gens qui ont des appétences sur les outils informatiques, des gens qui ont un profil de communicants, c'est-à-dire qui sont capables de publier une information de façon très succincte, rapide, pertinente, efficace, qui savent cibler leur public, et puis qui sont vraiment orientés transversalité. Voilà, on voit au quotidien, c'est le genre de personnes que vous croisez dans le couloir et qui aura plaisir à vous expliquer ce qu'il est en train de faire et à participer à des groupes de travail. Voilà le profil un peu, j'allais dire presque psychologique de nos contributeurs. Donc nous, au niveau du pilotage, nous ne les avons pas choisis. On a invité les groupements à nous les désigner. Voilà, un petit peu la démarche qu'on a eue. Et c'est un facteur clé dans le projet. On a des contributeurs généralement de très bonne qualité, et c'est clair, hein, le démarrage, les résultats encourageants sont en bonne partie de leur fait. J'ajouterais que c'est intervenir aussi, excusez-moi, je me permets d'intervenir pour dire qu'en fait, c'est ce qu'on appelle la stratégie éditoriale et de contribution, qui permet en fait de cibler les contributeurs et les personnes qui vont pouvoir modifier les différentes publications. Et c'est ce que vous décrivez, hein. Il y en a qui sont faits pour ça, il y en a qui sont moins faits pour ça. Et l'aspect socialisation de l'information va permettre, et je le montrerai dans un slide tout à l'heure, de venir échanger autour d'une publication ou autour d'un document en disant dans ce document, il manque cet élément-là, éventuellement au modificateur ou au contributeur de venir le modifier. L'objectif étant d'avoir des informations à jour, ou en tout cas le plus à jour possible. Ouais, et j'ajouterais que la phase de détection de ces contributeurs, elle est extrêmement intéressante en phase de consultation. En amont, quand vous fabriquez votre besoin, il nous est arrivé fréquemment d'organiser des ateliers sur les attentes des différentes personnes et de détecter ces contributeurs. Ça sert à ça. À la fois sur leurs compétences, mais à la fois sur leur position dans l'organisation. Vous avez des services qui traditionnellement distribuent beaucoup d'informations, ou devraient distribuer beaucoup d'informations dans toute l'organisation. Et puis pour ajouter un petit plan RH, on a fait rajouter, on a suggéré au chef de groupement de rajouter dans les fiches de poste des agents concernés cette fonction, parce que alors, je vais pas dire qu'elle phagocyte les ressources, hein, c'est pas ça, mais en tout cas c'est quand même des compétences qu'on vient chercher quand même un peu spécifiques, et ça mérite que les agents dans leur fiche de poste cette fonction apparaisse. Donc on l'a suggéré. Je peux pas vous dire si ça a été fait ou pas, mais en tout cas dans la dynamique ça nous paraissait nécessaire au moins le suggérer. D'accord. Alors, je vois qu'il y a eu pas mal d'échanges entre-temps. Donc, il y a une première que je vais essayer d'adresser tout de suite. Il y a Julien qui redemande le sondage des usages que tu as montré, Franck. Donc, si on pouvait le remettre. Question de Céline qui est de savoir si Agora est exploité en tant que GED complète ou si vous exploitez une autre GED par ailleurs. Un sujet un peu délicat chez nous. La GED, on n'est pas sur une démarche, on n'a pas de démarche globale de dématérialisation au sein du SDIS. Donc cet environnement-là, on va dire, il est un peu, je serais pas le plus pertinent sur cette question-là parce qu'on n'a pas beaucoup d'expérience en matière de GED et on n'a pas encore une fois de projet de dématérialisation globale. Concernant la GED, on peut se connecter à tout un ensemble de repositories de GED, que ce soit de l'Alfresco, du SharePoint, etc.,
le principe de venez comme vous êtes avec votre système d'information tel qu'il existe déjà est possible. Donc vous avez ce choix-là de faire de la GED interne Jalios ou alors de pointer vers votre GED existante. Merci pour ces précisions. Il y a une question par rapport à ça. C'est une question de débat qui demande si vous avez la main en interne sur l'esthétique de la page d'accueil, ajout, suppression des briques, etc. Donc là, c'est ce que je disais, on est plutôt sur des développements avec la société, enfin la société qui nous accompagnait sur le projet. Hein. On n'a pas la main nous sur en termes de paramétrage, on a quelques éléments, mais globalement la page telle qu'elle est présentée là est quand même un travail de concertation fort avec Jalios et Eolas. Alors j'ajouterais à ce que dit Patrick, c'est que sur votre question, elle fait presque appel à un élément temporel. C'est oui, vous avez la main dans la phase de conception avec quand vous mettez en place ce type d'outils vous avez souvent à la fois une entreprise qui propose le CMS, le soft de base, et l'intégrateur. Dans le cadre de ce marché-là et autour des SDIS, il y a beaucoup de binômes, c'est l'éditeur Jalios ou autre et l'intégrateur. Il arrive, dans une consultation toute fraîche qui n'est pas terminée, d'avoir maintenant des offres qui sont globalisées. Mais c'est un autre débat. L'idée, c'est qu'à la conception, vous pouvez aller plus ou moins profondément dans l'ajustement de votre page d'accueil, etc. Après, vous choisissez une organisation pour que les gens s'y retrouvent, etc. Et dans la vie, dans le mode run la Digital Workplace, il est important d'avoir des ancrages type la page d'accueil qui est très entre guillemets standardisée et qui vit. C'est un peu l'approche qu'on a nous dans la phase de mise en œuvre comme ça. D'accord. Je pense qu'on a encore assez de temps pour d'aborder peut-être deux questions qui sont évoquées avant de passer aux perspectives et peut-être voir d'autres cas d'usage chez d'autres SDIS et chez d'autres clients Jalios. Une première question autour de la mobilité et une deuxième question autour des accès LDAP, Office 365, etc. Donc la question par Arnaud, c'est de savoir si l'accès Agora se fait via des utilisateurs présents dans l'Active Directory, d'adresse Microsoft ou un autre type d'accès. Ouais, effectivement, donc on a créé, c'était une condition sine qua non de pouvoir démarrer. On a effectivement créé le lien avec l'Active Directory de façon à ce que tous les utilisateurs enregistrés puissent se connecter. On a des perspectives d'intégrer des gens aussi qui ne sont pas dans l'Active Directory. On a aussi cette possibilité-là. Alors, je vous donne des exemples très concrets. Par exemple, on pense à nos élus. On pense à terme peut-être aux jeunes sapeurs-pompiers qui aujourd'hui sont pas forcément créés dans notre Active Directory. Voilà, donc on a quelques publics cibles qui à terme pourraient être intégrés également. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour démarrer, ce sont les 3000 agents dès lors qu'ils sont créés en base RH. On récupère leur login mot de passe de l'Active Directory et c'est poussé dans le système. Ouais, la question intéressante, c'est que c'est le même mot de passe qui est utilisé. Hein. Donc là, il n'y a pas de mot de passe pour l'ensemble des personnes qui ont déjà un compte. Ce qu'il y a derrière cette question, excusez-moi, c'est aussi les départements qui, par exemple, n'ont pas d'email du SDIS pour tous les volontaires. C'est là qu'il y a aussi. Vous avez un email pour tous les collaborateurs, les agents du SDIS. C'est pas le cas de tous les SDIS. Ça représente un coût en licence qui peut être assez conséquent et que certains SDIS ne prennent pas en compte. Il y a d'autres manières de faire et de réaliser le type d'accès à la plateforme. C'est vrai qu'on a créé les adresses mail il y a à peu près 3 ans. Alors à ce moment-là, on n'était pas en capacité de se projeter déjà avec un outil comme l'intranet, mais on a comme je fais écho à des fois des discussions que j'ai avec Franck Trigna, on a eu une intuition. On a eu une intuition il y a 3 ans de dire il nous faut créer des adresses mail @sdis-vendée pour l'ensemble de nos agents, y compris tous les sapeurs-pompiers volontaires, parce qu'on veut maîtriser les adresses mail, on veut avoir un point de chute qu'on maîtrise. Et on se disait il y aura forcément à un moment donné des outils qui vont auxquels on va faire des notifications, etc. Et recenser les adresses mail individuelles. Enfin, c'est comme les numéros de téléphone, ça va être galère. Alors on s'est dit on va maîtriser les boîtes mail et c'est pour ça qu'on les a créées. Par contre, on n'a pas une question un peu technique, on n'a pas de SSO dans le département. C'est un sujet
qu'on doit développer, parce qu'effectivement aujourd'hui, certes, login mot de passe unique, mais en fait, à chaque fois que vous vous connectez à une application, on est obligé de ressaisir son login, son mot de passe. Donc ça, on doit y travailler, parce qu'effectivement, c'est un petit peu pénible. D'accord. Ça rentre dans les perspectives de projet. Peut-être un autre aspect également qui rentre dans vos perspectives, c'est une question de Tiffen qui demande si vous avez développé une application mobile dédiée ou si vous appuyez sur du responsive. Alors effectivement, il y a une application mobile qui est d'ailleurs proposée par l'éditeur. On l'appelle, c'est Jmobile, c'est ça? Je me tourne vers mes collègues. Le module Jmobile qui va rendre, je dirais, l'application encore plus attractive sur un outil de nomade. C'est déjà le cas aujourd'hui. Vous avez vu, il y a 20% quand même de connexion sur des tablettes et des smartphones. Ça veut dire que ça fonctionne. C'est déjà du web responsive. Simplement, si je comprends bien, j'espère, je compte sur Jalios pour me corriger si c'est pas le cas. De ce que je comprends de ce module Jmobile, il permet d'être encore plus fun pour répondre à un besoin d'utilisateur nomade. C'est exactement ça. Un petit focus justement dans les perspectives. Justement, on va passer à ça justement, donc sur la partie perspective. Donc je vais remettre voilà. Donc l'idée c'était que Sylvain, tu nous peut-être pour compléter le témoignage déjà très très riche de Patrick, c'est que tu nous donnes, tu nous partages d'autres usages que tu as pu observer donc dans d'autres SDIS autour de l'intranet et de la digital workplace. Et puis peut-être aussi chez d'autres clients en Jalios, puisqu'on faisait le parallèle en tout début entre les SDIS et d'autres entreprises. Donc il y a sans doute des choses à apprendre des deux côtés et de s'inspirer pour justement des nouveaux usages à déployer. Oui, donc en effet, parmi les nouveaux usages, ou en tout cas des éléments qui sont intéressants dans les SDIS, on a beaucoup parlé de communication. Et en l'occurrence, là, ce que je vous montre, c'est une vue dans laquelle on va pouvoir voir des actualités qui sont transverses et verticales, dans le sens où on a potentiellement la capacité d'avoir des actualités qui sont vraiment ciblées. Par exemple, là, en 1, on a une actualité à la une dans un centre de secours en particulier. Mais on a cette capacité d'avoir des actualités groupes, c'est-à-dire qu'au niveau du 10, on veut transmettre de l'information, on veut communiquer, et on va pouvoir cibler directement depuis, c'est le contributeur qui va choisir ça, il va choisir vers qui on cible notre communication. Par exemple, si on a un centre de secours avec des SPV, des SPP ou alors des PATS, on va pouvoir cibler ce centre de secours-là. Et on va pouvoir également le thématiser. Donc là, on a des exemples avec le cas de la RH ou le cas de la prévention ou une communication sur les interventions. Ce qui permet d'avoir de la communication qui est tout le temps adaptée. Au-delà d'avoir une communication en termes d'actualité, on a la capacité également d'avoir une communication sur les indicateurs. Ce qu'a montré le collègue Magri tout à l'heure sur sa page d'accueil, il va avoir des indicateurs qui vont lui dire voilà où on en est au niveau du 10, voilà où on en est au niveau du centre de secours. Donc là, c'est ce qui est présenté sur cette copie d'écran. On a un tableau de bord orienté centre de secours. On fait du spécifique dans le cadre de ce centre de secours en particulier. Et le petit 4 ici nous montre des indicateurs qui sont plus globaux, qui pointent vers peut-être des jours d'intervention ou des heures d'intervention. Et potentiellement, je ne sais pas si on le voit vraiment très bien, mais le petit 5 en orange, c'est les tâches Oxio qui sont à traiter par l'agent qui est connecté. Donc là, on peut éventuellement faire remonter de l'information qui vient directement d'une application métier du SDIS. Autre capacité de communication, la communication terrain. Donc là, on prend cet exemple-là du SDIS 03 qui montre des informations opérationnelles, notamment en termes de cartographie des interventions. Voilà. L'objet de ce slide-là, c'est de montrer qu'on a cette capacité à être multi-format et multi-population en termes de cible. Donc justement, en termes de population, je fais mon petit focus mobile. Vous m'avez bien teasé tout à l'heure. C'est très bien. En effet, dans le cadre de la FNMF, donc c'est Fédération nationale mutuelle française, ils avaient vraiment ce besoin de cibler des personnes qui n'ont pas accès à la vue desktop, c'est-à-dire depuis leur PC, ils n'ont pas accès à cette communication-là. Donc, il existe une application mobile qui s'appelle Jmobile,
qui est chartable au nom de la société ou du SDIS en question. C'est le cas ici, hein, on a une vue ici vers le Google Play Store, ici sur la gauche. Et l'objectif ici, c'était de pouvoir cibler des personnes, et notamment, on allait cibler des élus qui, eux, ont des besoins complémentaires et qui ont, en l'occurrence, pas forcément accès à cette application plus générale. Donc, dans le cadre des SDIS, on peut imaginer cette communication, par exemple, la communication du maire avec vos élus. Voilà, c'est ça l'objectif. Ensuite, dans les autres usages, hein, en termes de perspectives qu'on peut imaginer, c'est la communication entre les différents agents, entre les différents pompiers. On la veut de plus en plus présente, hein, on l'a de manière personnelle avec des applications comme WhatsApp. Et ce qu'on va faire ici, c'est que on va faire du WhatsApp-like, mais dans un contexte professionnel et d'efficacité. Donc, on voit sur ces deux copies d'écran, on a la possibilité de faire du conversationnel à deux. Donc, on va pouvoir échanger avec un utilisateur en particulier, ou alors avec un collègue en particulier, ou alors à plusieurs en utilisant la notion de chatroom, dans laquelle on va pouvoir intégrer tout un ensemble de collègues qui sont soit sur la même intervention, qui sont soit sur le même projet, ou alors le même besoin. Et tout ça, on le garde encore une fois en mobilité. On a ce besoin-là de pouvoir avoir l'information et l'échange de manière permanente et partout. Et dans le contexte des SDIS, hein, on s'imagine bien que c'est toujours plus facile d'avoir un téléphone sur soi en intervention que d'avoir ne serait-ce qu'un PC portable. J'ajouterais, Sébastien, si tu permets, je parlais de maturité aujourd'hui, de comparaison, maturité des SDIS et de comparaison avec le monde de l'industrie privée. Il y a des groupes aujourd'hui qui ont fait leur maturité à propos du mail, qui est l'outil omnipotent et omniprésent de consommation à la fois d'énergie, de temps et de papier avant et même encore maintenant. Il y a des groupes qui ont choisi en interne d'interdire totalement les échanges de mails et de passer uniquement par des modes de communication type web chat et échange de pièces, etc., etc. Donc là, il s'agit aussi de l'évolution des pratiques, des usages de toute la population que vous gérez dans votre SDIS. Et c'est intéressant ce que tu dis en termes de médias. On voit pas très bien sur les slides, hein, mais on peut échanger très facilement des photos, on peut très facilement échanger des images, on peut très facilement échanger des documents directement depuis ce web chat-là. Et je m'aperçois également que j'ai oublié quelque chose qui est ultra intéressant. Dans la capacité J-Mobile, c'est la possibilité, je vous ai parlé tout à l'heure, de prendre des briques fonctionnelles et de les afficher sur un portail d'affichage. En fait, l'application J-Mobile permet de faire ça. C'est très simple de choisir exactement ce que l'on veut afficher. Oui, c'est 15h58. Tout à fait. Donc malheureusement, comme on a commencé un petit peu en retard, on n'a pas toute la fin. Hein, dans la dernière partie, Sylvain, t'es là, hein, tu peux en parler rapidement. Mais c'est vrai que tu t'allais évoquer aussi des usages autour de la documentation, de la formation, et notamment le livret de compétences. Hein. Donc c'est des sujets qu'on pourra creuser à une autre occasion. C'est ça, les sujets qui sont au goût du jour du moment, hein, ce fameux livret de compétences. Et puis la partage documentaire qui est quand même quelque chose d'obligatoire, hein, surtout sur les sujets de communication, réglementation, etc. Et l'objectif, comme le dit le SDIS 85, est bien de pouvoir retrouver l'information facilement. Okay. Ben voilà, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à nous recontacter sur le stand virtuel de l'événement. Et puis on vous remercie pour votre attention. Merci à tous.